Bonjour et bienvenue à Mon Crochet et moi, épisode 44. Je m'appelle Annette Pétavy et vous me trouvez sur le web à mon site www.annettepetavy.com. Ça s'écrit A-2-N-E-D-T-E-P-E-T-A-V-Y. Vous pouvez me joindre par mail à annette@annettepetavy.com et vous trouverez des liens au sujet évoqué dans cet épisode sur mon blog qui se trouve lui aussi à annettepetavy.com. Je suis aussi sur Facebook avec mon compte personnel à mon nom et ma page Annette Pétavy Design. J'ai une chaîne YouTube où vous êtes peut-être en train d'écouter et regarder le podcast. Et si vous êtes sur Instagram, moi j'y suis aussi. Me voilà de nouveau 2 mois depuis la dernière fois. Bon, pour un podcast occasionnel, c'est pas si mal, hein. Je risque de me faire plus rare dans vos oreilles ce printemps parce que j'ai pas mal de salons et de déplacements programmés, mais bon, on verra bien. Depuis la dernière fois, il y a eu 2 bulletins d'information et j'aimerais vous parler des 2. D'abord le bulletin de décembre, donc le tout dernier de l'année 2015. Alors, le bulletin de décembre, c'est toujours un bulletin un peu à part, parce que la fin de l'année, je trouve que c'est une période un peu à part. Ce bulletin contient en général pas de tuto, entre autres parce que j'ai moins de temps d'en préparer un au mois de décembre, et aussi parce que c'est un moment où je suis plus dans la réflexion que dans la recherche de techniques ou la pédagogie. Alors, pendant très longtemps, je partageais pas trop ces réflexions dans le bulletin, ou alors ça restait très général. Mais en 2014, donc il y a plus d'1 an, j'ai eu envie de parler de mes envies créatives du moment, des idées qui me trottaient dans la tête. Parce que, bon, j'avoue que dans ma tête, il y a toujours des idées. Plein. Même trop. Parce que c'est frustrant de voir que seulement une toute petite part de toutes ces idées prennent forme et deviennent réalité. Et un peu trop aussi parce que c'est franchement fatigant d'avoir autant d'idées tout le temps. Maintenant, j'avoue que je ne sais pas si la solution serait de trouver le moyen de fermer le robinet d'idées ou si ça serait de gérer mon temps un peu différemment pour avoir le temps d'en réaliser une plus grande partie. La deuxième alternative me séduit davantage, je dois l'avouer. Mais bon, toujours est-il que ma tête est presque toujours pleine d'idées. Et pendant très longtemps, je ne voulais pas en parler, justement parce que je savais que seulement une petite partie allait se réaliser. Et il faut bien l'avouer que je vivais ça un peu comme un échec, le fait de ne pas savoir transformer toutes mes idées en réalisation. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'avec autant d'idées, ça serait juste humainement impossible de tout faire, et que c'était pas dangereux d'en parler, mais que ça pouvait même faire du bien. Déjà, parler de ces idées, ça veut dire qu'il faut les formuler clairement. Et en les formulant clairement, on peut mieux se rendre compte quelles idées sont réalisables et écarter un peu celles qu'on ferait mieux de ne pas tenter. Je crois que Winnie l'ourson, alors là je parle du vrai, celui de A.A. Milne, pas celui de Disney. Ce Winnie, il a dit que parfois les idées ont vraiment l'air d'idées à l'intérieur, mais elles sont très différentes une fois à l'extérieur quand les autres les regardent. Ou quelque chose dans ce genre. D'ailleurs, une très très bonne idée, ça serait de relire les livres de Winnie l'ourson non disneyfiés, donc les livres d'A.A. Milne. Ils sont pleins de perles et je ne les ai pas relus depuis très longtemps. Mais là, bon, je divague. Bon, bref, revenons au sujet. J'ai donc décidé pour le bulletin de décembre 2014, donc on parle toujours de celui-là, d'il y a plus d'1 an, de parler de mes idées ou mes envies créatives du moment. Je me suis dit que ça pouvait être rigolo, peut-être donner de l'inspiration à quelqu'un, et que avec ce quelqu'un et moi-même,
on se retrouvait du coup à travailler sur la même idée, de toute façon, on ferait jamais exactement la même chose, j'en suis sûre. Donc j'en ai parlé dans le bulletin et après j'ai un peu oublié. Ou plutôt, j'ai pensé que j'avais un peu oublié. Parce qu'en décembre 2015, quand j'ai regardé mon bulletin d'une année d'avant de nouveau, je me suis rendu compte que plusieurs idées avaient porté leurs fruits. Bon, pas toutes évidemment, ça devait pas être leur année. Mais mon intérêt pour la broderie traditionnelle suédoise a donné une paire de manchettes, pas brodées, mais décorées d'applications crochetées inspirées par les broderies. Et quand il s'agissait de mes cogitations sur les formes des châles, elles ont, dans un premier temps, abouti sur une série de 3 bulletins d'informations sur le sujet. Ensuite, j'ai réalisé et publié le modèle Tartomyrti, qui est l'application d'une de ces idées de forme, et que je porte d'ailleurs sur mes épaules en enregistrant ce podcast. Et c'est pas fini, loin de là, parce qu'il y a matière à travailler encore longtemps à partir de ces idées de base. Et en voyant ça, je me suis dit que non seulement c'était sympa de parler de mes idées, mais c'était peut-être aussi quelque chose d'utile. Parce que si elles tiennent le coup une fois à l'extérieur, quand les autres les regardent, peut-être elles ont plus de chances de se réaliser un jour. J'ai donc fait un petit inventaire cérébral de nouveau, et dans le bulletin de décembre 2015, j'ai annoncé haut et fort ce qui me titillait. Donc on dit bien que c'est au jour J, en décembre 2015. Alors, parmi ces choses, il y avait le crochet mosaïque. J'en avais fait un peu en 2010, mais c'était trop peu et c'était il y a trop longtemps. Le crochet mosaïque est une technique où on joue sur les points et les couleurs, et plus globalement, le crochet multicolore, quelle que soit la technique, c'est quand même un vaste champ d'investigation, et que je trouve n'a pas été assez exploré. Je pensais aussi en décembre, et je pense encore aux motifs. Alors, rien de plus classique que les motifs au crochet, que ce soit des carrés, des hexagones ou autre chose. C'est tellement classique que je me suis longtemps dit que d'autres avaient déjà tant fait que j'avais pas forcément quelque chose à y ajouter. Mais bon, d'un autre côté, si on a tant travaillé dessus, c'est peut-être que c'est très intéressant et que ce serait dommage de pas s'y intéresser. On verra bien. Ces 2 idées ou axes de réflexion, ou je ne sais pas comment vous les appelez, elles concernaient le crochet. Et j'y ai ajouté une idée tricot qui était les points réversibles. Ça peut devenir une obsession en soi, donc voilà, on verra si j'ose y tremper mon nez. Et on verra bien ce qui va se réaliser dans tout ça, parce que une année, c'est à la fois long et court. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, qui nous détournent de ce qu'on a prévu, et parfois c'est tant mieux. Et ça, c'est un peu ce qui m'est arrivé en janvier. Déjà dans les commentaires de mon bulletin de décembre, Magali m'avait parlé d'une abréviation mystérieuse, le C2C. Ça me disait bien quelque chose, mais je ne m'étais pas vraiment penchée sur le sujet. Et puis en janvier, lors de mes portes ouvertes, Cathy me dit « Annette, tu peux pas faire un cours sur le C2C ?» Donc je me dis, si tout le monde en parle, c'est qu'il y a un truc. J'ai commencé à chercher des informations sur le C2C. Et comme vous le savez peut-être déjà, c'est le sujet de mon bulletin du mois de janvier. Et ça sera le sujet d'autres bulletins, c'est sûr, parce qu'il y a plein de choses à dire. Alors, le C2C, ça s'écrit C2C et c'est une abréviation américaine. En réalité, il s'agit d'un rebranding, donc un nouveau nom de quelque chose d'ancien ou vieux. Donc, c'est le nouveau nom d'un point qui s'appelait avant Diagonal Box Stitch, donc point de boîte en diagonale. Et là, les boîtes en question sont les blocs qui composent le point C2C. Bon, on peut se moquer, mais il faut avouer que C2C, c'est un peu plus fun à dire et à écrire. Alors, c'est donc un point composé de ce que j'ai appelé des blocs qui sont imbriqués les uns dans les autres pour former un motif géométrique. Un peu comme certains motifs de parquet ou de carrelage.
Chaque bloc est composé de 3 brides et un arceau, et à partir de cette base très simple, on arrive à faire plein de choses. Donc dans le bulletin de janvier, moi ce que j'ai décrit, c'est la technique de base. Actuellement, on voit beaucoup de plaids multicouleurs sur Internet en C2C, et je prévois donc d'en parler dans mes bulletins à venir, du changement de couleur et aussi de comment faire un rectangle plutôt qu'un carré, parce qu'on ne veut pas toujours faire un carré. Mais j'espère aller encore un peu plus loin avec cette technique, parce que je crois qu'elle recèle encore des possibilités. Bon, on verra bien ce que je trouve au fil de mes explorations et si les idées que j'ai actuellement à l'intérieur auront toujours l'air d'idées quand elles sortiront à l'extérieur. Il y a bien sûr eu des nouveautés dans la boutique depuis le dernier podcast. Côté crochet, je reprends ma collaboration avec Véronique Chermette, aussi connue sous son nom de blogueuse Bergelaine, avec un col appelé 5 rectangles. Sous sa simplicité apparente, ce modèle cache une construction modulaire et un point qui intègre le 3e brin de la demi-bride. Et si ça semble mystérieux, rendez-vous sur mon blog où vous trouverez des informations sur tous les brins de la demi-bride, 1, 2, 3, et même des autres mailles si vous cherchez bien. Véronique a crocheté son col en manche plus, et c'est vrai que ce modèle rend vraiment bien avec un fil auto-rayant. Mais ça peut aussi être l'occasion d'utiliser, par exemple, une pelote magique, réalisée avec le joint russe, sur lequel j'ai fait un bulletin en mars 2015. Et tiens, encore une idée, comme le modèle est composé de 5 rectangles, pourquoi ne pas faire chaque rectangle dans une couleur différente dans un fil uni? Ensuite, pour les tricoteuses, je vends désormais un nouveau livre appelé Shawl Book One. C'est rien de moins que le premier livre de Kirsten Kapoor. C'est une anthologie, donc une collection de modèles qui ont déjà été publiés. Et le livre est en anglais, mais vous pouvez acheter la traduction française en plus grâce à notre traductrice préférée à tous, Nathalie Minson. Le livre contient 10 modèles. 5 d'entre eux sont des modèles déjà disponibles sous forme de fiches individuelles en français dans ma boutique. Il s'agit de Ulmus, Zegiti, Moulin Rouge, Cladonia et Thalia. Les 5 autres modèles sont traduits pour la première fois dans les livrets de traduction qui peut donc accompagner le livre. Ensuite, j'ai publié sur le blog toute une série d'articles sur les fils qui peuvent être utilisés pour tricoter les différents modèles. Et là, je tiens à dire un grand merci à ma copine Françoise qui m'a aidé à tricoter plein d'échantillons. Voilà, petite transition, en parlant de fils et de belles matières, j'ai de nouveau pu avoir une petite quantité de fils d'exception Heb Merino Fine de la marque Rosy Green Wool. J'en ai parlé l'année dernière, donc je ne vais pas vous reprendre toute l'histoire, mais sachez tout de même qu'il s'agit d'un fil rare. C'est un mélange entre laine mérinos et de la laine d'une race de mouton qui s'appelle Hebridean. La laine mérinos est claire, et la laine Hebridean est sombre. Et le résultat est un fil qui est subtilement chiné et qui est teint dans des couleurs que je pense sont inspirées par les paysages des îles britanniques. Bon, en plus que ce fil soit bio et certifié GOTS, à mon avis, ça gâche rien du tout. Côté kit, sachez que pour tricoter la petite veste pomme de renette créée par Laurence Bertol, vous trouvez maintenant des kits en plusieurs couleurs, boutons assortis compris, sous la rubrique kit sans fiche. Bon, cherchez pas les kits avec fiche parce que j'en fais que exceptionnellement. Mon idée, c'est que tout doit être à la carte et que personne doit être obligé d'acheter le fil pour avoir une fiche explicative. Mais donc, si vous avez déjà la fiche, vous pouvez compléter avec le kit qui a l'avantage de déjà assortir les fils et les boutons.
On en vient à mes encours. Et pour une fois, je peux franchement dire que j'ai une idée assez précise sur l'ensemble de mes encours. Bon, moi, je suppose que vous avez tout le temps une idée précise sur vos encours. Parce que vous faites partie des gens très organisés qui savent toujours où ils ont tout et qui perdent jamais rien. Eh ben, pas moi. Mais en réalité, j'ai découvert qu'on pouvait guérir de la désorganisation et dans mon cas, le pronostic est devenu assez optimiste. Alors, c'est une petite histoire, donc on va reprendre depuis le début. Entre Noël et le Nouvel An, je reçois un coup de fil d'une jeune fille aimable mais un peu stressée parce qu'elle cherche un stage pour le mois de janvier, dans le cadre de son bac métier de la mode. D'abord, je me dis qu'elle se réveille un peu tard, mais ensuite, elle m'explique que son stage dans un atelier de retouche était tout organisé, mais que l'entreprise vient de mettre la clé sur la porte et que tout tombe donc à l'eau. Pour ma part, je lui explique que la couture et le patronage font pas partie de mon activité. Et je lui explique ce que je fais, et je lui dis que je suis tout à fait prête à prendre une stagiaire, mais qu'il faut à tout prix valider ça avec son lycée pour qu'ils acceptent son stage. En fin de compte, tout le monde est content. La jeune fille qui trouve un stage, le lycée qui estime que c'est l'occasion pour elle de découvrir une activité différente, mais tout de même en lien avec ses études, et moi qui me retrouve avec de l'aide pendant tout le mois de janvier, parce que le mois de janvier c'est toujours un moment assez intense. Donc ça a été formidable d'avoir eu de l'aide avec l'inventaire, les nuanciers, la préparation de commandes, le bobinage, la mise en place de la journée porte ouverte et plein d'autres choses. Et en plus, ça m'a obligée de regarder mon travail au quotidien avec un œil neuf et me dire que travailler dans un bureau totalement chaotique, c'est probablement pas l'idéal. J'ai donc consacré un week-end complet au rangement du bureau. Et maintenant, j'ai des rangées de sacs sur une table avec des étiquettes dessus. Et ce sont mes encours. Bon, il y a des encours de plein de sortes. Il y a des encours qui sont des encours classiques d'une laine aux pattes. Vous savez, des modèles qu'on a vus et qu'on a envie de faire. Et on fait ça avec un fil qu'on choisit. Voilà, comme ça. Bon, ça c'est normal. Après, il y a des modèles qui sont déjà publiés dans la boutique, mais qui ne sont pas créés par moi-même, mais dont j'ai décidé de faire un exemplaire sous prétexte de les montrer dans les salons, parce que finalement c'est toujours parce que j'ai envie de faire le modèle, mais bon, ça fait une bonne excuse. Il y a d'autres encours qui sont des modèles qui ne sont pas encore publiés, où il faut faire la fiche, où j'ai le modèle réalisé par la créatrice. Il y a des modèles qui sont mes encours de création, donc qui sont en cours d'élaboration à des stades très différents. Alors, j'ai un grand sac avec des sacs en papier qui tiennent tout seuls debout. Donc, je les ai utilisés pour classer tous ces encours. Et j'avoue que tout aligné, ça permet de se rendre compte du nombre de projets en cours. Disons tout simplement qu'en ce moment, si l'envie me prend de me lancer dans un nouveau projet, je vais d'abord dans mon bureau, je regarde mes sacs et je résiste. Je résiste à tout, sauf bien sûr à l'irrésistible. Voilà, tout ceci pour enfin venir à ce que je fais en ce moment. Alors, le gilet Old Town, dont je vous ai déjà parlé, il est toujours en route, comme prévu. C'est pas du tout un travail que je sors très très souvent. Il avance au ralenti, mais j'essaye d'y consacrer un peu de temps assez régulièrement. J'en suis aux manches. Je dois avouer que les manches, c'est pas un truc passionnant, Bon, en même temps, si on tricote un gilet à manches longues, c'est un peu le passage obligé. Donc, j'en suis aux manches. Alors, sinon, dans les sacs qui sont régulièrement en rotation, il y a un châle en fil épais au tricot, que je n'ai pas créé moi-même, mais dont j'espère pouvoir publier la fiche. Il y a des mitaines au crochet dans une matière délicieuse que je compte présenter lors de mes salons du printemps et bien sûr aussi sur le site. Il reste un peu de travail pour que tout soit au point, mais ça viendra.
je sais que tout ça c'est un peu mystérieux, mais j'espère pouvoir vous en parler un peu plus clairement la prochaine fois. Et bon, je dois aussi rajouter un nouveau sac, malgré mes bonnes intentions, parce que une de mes voisines est venue à ma journée porte ouverte. Elle veut faire des bonnets et des cols pour toute la famille. Et elle a adoré le point tricolore de la veste pomme de Renette. J'ai donc commencé un petit échantillon pour voir si je pouvais adapter ce point au travail en rond. C'était pas très compliqué, mais ensuite j'ai voulu tester un autre point. Et donc en ce moment, je tricote cet autre point et je me dis que ça sera intéressant de tester un troisième. Bon voilà, rien de compliqué ni profondément original dans tout ça, mais je suis trop curieuse pour voir le résultat pour ne pas continuer. Et d'ailleurs, si ça vous dit, je pense que vous pourrez suivre l'évolution de mon échantillon tricolore sur Instagram. Il doit y en avoir encore pour quelques épisodes. Je vous disais qu'un de mes encours, j'allais le présenter au salon de printemps et je voulais vous en parler, des salons à venir. Mais d'abord, un gigantesque merci à toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés pour ma toute première journée porte ouverte à la maison au mois de janvier. Quel bonheur, vous m'avez mis des étoiles dans les yeux. J'ai passé une excellente journée et d'ailleurs, je compte récidiver. Mais avant ça, il y aura les salons de ce printemps. Donc, du 19 au 20 mars, je serai au salon Patchwork et Travaux d'aiguille, organisé par l'association ATED. Et ce salon se tient cette année dans un nouveau lieu, à savoir Saint-Georges-de-Combiers, tout près de Grenoble. Il s'agit donc du même salon qui s'est tenu à une époque à Pont-de-Clair, ensuite à Champs-sur-Drac, et donc cette année à Saint-Georges-de-Combiers. Et il y aura bientôt beaucoup plus de nouvelles sur le blog de la manifestation dont je suis responsable et que j'ai un peu délaissé ces derniers temps. Désolée Patricia et tout le monde. J'y viens. Ensuite, du 8 au 10 avril, je serai à Villemur-sur-Tarn, c'est entre Toulouse et Montauban, dans une superbe salle où je serai entourée de plein de chouettes exposants et une belle équipe organisatrice. Et si j'ai un peu de chance, il y aura même un petit passage sur mon stand d'Hélène Marcy, Éclat du soleil. Après ça, c'est juste un petit retour à la maison, histoire de faire tourner quelques machines à laver et récupérer Olivia dans mes bagages. Et on partira toutes les deux pour la grande aventure de ce printemps, le salon pour l'amour du fil à Nantes du 20 au 23 avril. C'est donc un grand salon. Pour moi, c'est un beau défi et je suis en train de mijoter de belles nouveautés et des surprises pour cette occasion. Et ensuite, je compte donc clore la saison des salons avec une nouvelle journée porte ouverte chez moi le 4 juin. En plus des salons, il y a aussi des cours sur mon planning. Si vous me suivez sur Facebook ou sur le blog, vous avez peut-être vu que je propose justement un cours de C2C. Donc cette fameuse technique dont je vous ai déjà parlé, chez moi dans l'ouest lyonnais le samedi 12 mars. Attention, les places sont limitées, les inscriptions ont commencé, donc tardez pas trop si vous voulez participer et vous m'envoyez tout simplement un mail pour indiquer que vous êtes intéressé. En prérequis, pour participer au cours, il faut simplement connaître les bases du crochet, il faut savoir faire une bride, des mailles en l'air et une maille coulée. Je demande aussi que vous veniez équipé de votre bonne humeur et à partir de là, je m'occupe du reste. Il n'y aura pas de cours en avril, ce que vous comprendrez aisément vu mes activités aux quatre coins de la France. Mais le 3 mai et le 2 juin, je donne des cours à la mercerie de Craponne, à l'ouest de Lyon. Et la mercerie est facilement accessible, aussi en transport en commun. Voilà, maintenant vous savez tout. Voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. Un podcast pas
très long cette fois. Mais comme d'habitude, de tout ça, vous faites ce que vous voulez. Mais surtout, n'oubliez pas de faire de belles choses. La musique du podcast est la fugue de la sonate numéro 1 en sol mineur de Johann Sebastian Bach, jouée par Christophe Thibaud. Pour trouver des liens au sujet évoqué dans cet épisode, je vous donne rendez-vous sur mon blog à www.annettepetavie.com/blog. À bientôt. Au revoir.